Guillaume Touzelbond, toujours avec vous et toujours en pleine 9e Assemblée mondiale du Conseil international d'éducation des adultes à l'Université de Montréal. Pour cette édition spéciale, la dernière de la saison de CIBL reçoit pour un Québec apprenant en collaboration avec l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. On va revenir sur la plénière qui vient tout juste de se terminer et qui parlait d'éducation et d'environnement, entre autres. On reçoit deux bols en la matière, c'est le cas de le dire. Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace Canada, et José Roberto ou Robbie Guevara, qui est entre autres président de l'Association de l'éducation de base et des adultes de l'Asie du Sud-Pacifique et l'un des vice-présidents du Conseil international d'éducation des adultes. Merci beaucoup d'être avec nous. Thanks for being with us today. Thank you very much. Ben, ça fait plaisir. Monsieur Bonin, tout d'abord, une entrevue bilingue, c'est une première ici pour moi. Peut-être la première pour un Québec apprenant également. Et vous allez pouvoir d'ailleurs réécouter la conférence qui s'est donnée il y a quelques instants. Ce sera disponible au www.waam2015.org. Monsieur Bonin, comment on pourrait résumer votre allocution? On s'installait, là, je n'ai pas pu tout l'écouter au complet, malheureusement. Je résumerai en disant que l'éducation et l'environnement, il y a des liens flagrants, évidents, importants, entre autres pour la question des changements climatiques. Un premier lien, c'est l'importance que les gens comprennent la situation. Pourquoi il y a des changements climatiques et surtout aussi que c'est possible de changer et c'est possible d'agir et il n'est pas trop tard. Et quand on y va, pourquoi? Évidemment, c'est la base, on utilise du pétrole, du charbon, du gaz. Il y a des entreprises pétrolières, entre autres, qui actuellement veulent un statu quo, maintiennent la situation et malheureusement, on continue à émettre trop de gaz à effet de serre et ça fait en sorte qu'on se dirige vers un réchauffement très inquiétant, au-delà de ce que les scientifiques nous disent qu'on ne devrait pas dépasser comme limite, soit bien en deçà de 2 degrés qu'on devrait rester. Et là, à partir de là, une fois que ça c'est dit, on se rend compte que l'éducation, évidemment, c'est le moteur même pour changer l'agir. Absolument. Et d'ici 2050, il faudra, par exemple, au Québec, au Canada, complètement se départir des combustibles fossiles, se libérer du charbon, du pétrole et du gaz. Donc, c'est un changement majeur de la société et il faut que tout le monde le comprenne, tout le monde mette l'épaule à la roue et qu'on change les fondements de la société. Au-delà de ça, il y a des enjeux internationaux, entre autres au niveau de l'idée, c'est que les gens aient un accès universel à l'éducation, mais on a, en raison des changements climatiques, des impacts actuellement sur une augmentation, par exemple, des gens qui souffrent de malnutrition, une augmentation des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, une augmentation des gens qui doivent se déplacer, des réfugiés climatiques. Donc, on parle de centaines de millions de personnes qui se retrouvent à avoir des problèmes majeurs en raison des changements climatiques. Et ça nous fait reculer par rapport aux avancées récentes. Et évidemment, quand on parle de besoins de base chez les gens qui ne sont pas réglés, eh bien, évidemment, de donner de l'éducation à quelqu'un qui est un réfugié climatique ou qui n'est pas capable de manger, de cultiver sa terre, c'est extrêmement compliqué. Ben, vous l'avez mentionné de là, le rôle de l'éducation, et vous en avez parlé pendant la conférence, en fait. On n'a pas le choix, nous, en tant qu'individus, de connaître davantage les situations auxquelles on fait face parce que, bon, il n'y a pas de gouvernement qui va malheureusement gagner une élection ou rester au pouvoir en parlant uniquement d'environnement en ce moment. Donc, il y a les lobbies qui s'ajoutent à tout ça. Donc, c'est par des initiatives locales, citoyennes, une responsabilité collective que ça va passer ça. Et je me dis personnellement, j'ai beau être journaliste, ça a beau m'intéresser l'environnement, est-ce que je serais réellement capable moi-même de synthétiser cette information, de parler de développement durable, de parler des enjeux environnementaux actuels à quelqu'un d'autre? Je suis pas sûr que je serais capable de résumer ça. Donc, il y a un rôle éducationnel extrêmement important à la population en général, mais de là, la question, c'est comment la transmettre, cette éducation-là, comment le faire de façon le plus efficace possible. Et c'est l'idée, justement, de faire l'éducation, mais pas juste dans l'éducation plus formelle, comme on la connaît, scolaire, qui mène à un diplôme, mais il y a plusieurs formes d'éducation et il faut investir tous ces champs-là. Ça peut être autant de l'éducation parascolaire que ça peut être de l'éducation qui mène pas à des diplômes et on n'a pas le choix parce qu'on ne peut pas attendre qu'il y ait, par exemple, la génération future qui va arriver pour sauver la planète. Il faut agir déjà maintenant. Pour eux. Et rapidement, et actuellement, on ne le fait pas. Autant au Canada, on voit bien l'exemple et on le sait avec le gouvernement Peur, mais même au Québec, si tout le monde consommait, par exemple, comme les Québécois, il faudrait plus de 3 planètes Terre pour subvenir à nos besoins. Malgré le fait qu'on pense qu'on est vert, eh bien non, on est loin de la coupe aux lèvres et il faut des efforts supplémentaires. It's funny because actually we're talking about a thing you were addressing at the conference that like the education about sustainable durability and environment. It's not only like it doesn't have absolutely to be like in classes and stuff. I mean, because like you said, science can only explain part of climate change, and climate change isn't only a scientific thing. Yes. It affects people's lives in some areas of the world, I guess.
Yeah, I guess that's central to the work that I've been doing in the Philippines. And as I said, my journey as an environmental scientist, thinking that I could bring science to the people, started this conversation with I guess, scientific knowledge and indigenous knowledge. And as much as I tried to do education work with farmers and fisher folks, I remember very clearly on greenhouse gas emissions and understanding the greenhouse effect. And they said, it doesn't concern us. But coming back to the Philippines 10 years after that, and this was in the early 90s to the late 90s, all of a sudden it's real for them because the impact of typhoons, the impact of storm surges is now real for them. And it can be explained in terms of the scientific technical bits, but at the same time, I think it's important to be able to acknowledge in the first place, why am I vulnerable? Yeah. Why am I made more vulnerable by climate change? Why are we living along the coastal areas where we should not be living? And so it's this question, and I think what Patrick opens up is this conversation that, yes, indeed, it's not, people who make policies want clear evidence and scientific evidence they listen to. But what we need to do is to be able to tell them that decisions, as long as they are postponed, does not actually address the bigger issues. And so when we talk about systemic issues that Patrick talks about, I think it's really important to be able to say, and that from an educator's perspective, we're so used to very narrow disciplinary perspectives. And again, I have that experience of being a scientist. Yeah. I thought science will answer everything. But again, we're so afraid because this is outside my comfort zone. This is outside my knowledge, and therefore I will not attempt to do that. But that's the whole idea. We need to attempt. We need to be able to start that conversation because it's a different learning that we need to do. Yeah. Not just in terms of content, but the way of learning in conversation with each other. So I think we're at the cusp from the perspective of an educator. I really feel excited that climate change gives us the opportunity to talk about the global as something that's real. Yeah. Okay. Like it's a sad gift, as you told me in some emails, because we don't have any other choice than to act right now. Yeah, it is a sad gift, but there's an awareness that, okay, I need to do something with this. And so as educators, if we don't use this gift in terms of an opportunity for people to become more aware of the global implications of our local action, but at the same time that I still think global, act local, it's very important. Absolutely. Okay? But at the same time, we need to act globally. And the global movements need to be able to act globally. They need to realize that there are global decisions that need to be made. At first, I'm also critical about all these global documents. Let's talk about this word and everything. But I've actually seen in terms of the education declarations that we've had, it has helped some of our civil society organizations in India and Bangladesh actually argue with their governments to say, well, you signed in this declaration. We know it's not legally binding, but you said you would follow this, and some of the countries actually follow that. So these legal documents or these UN documents have value, but the value is only as much as we as educators or we as civil society be able to educate people to say, well, your country signed up to that, and then we can name and shame. That's the way. So that's where I think it's important to act globally as well. Yeah, the think globally thing, you talked about, I don't know, a typhoon in the Philippines. It's not the Philippines people's fault. It's a global thing. Yep. So there's a really concrete reason why we should all collaborate together. And events like this are really important for that reason. C'est bien, M. Bonnet, d'échanger dans le fond avec des gens de partout dans le monde. Votre conférence tout à l'heure avec deux réalités qui sont différentes. C'est un phénomène global, mais chacun a ses petites réalités qui leur sont propres. Là, si on pense à la situation canadienne, par exemple, que vous n'hésitez pas à critiquer, et avec raison d'ailleurs en ce moment. Bien, ce qu'on se rend compte, c'est que il y a déjà des impacts des changements climatiques partout sur la planète. Au Québec, on le voit aussi à certains égards, que ce soit par exemple des inondations comme le Richelieu, les feux de forêt records il y a 2 ans au Québec, l'augmentation de la température dans le Golfe. Donc, il y a des impacts ici. Mais la différence, c'est beaucoup que pour certains pays, les pays les plus vulnérables, c'est une question de vie et de mort, littéralement. Et ce qu'on nous dit, c'est que plus on attend pour agir, plus ça va être gros encore. Donc, cette réalité-là, elle devient très concrète. Et il faut également s'en servir pour dire, bon, ben tant qu'à changer, dans le fond, tant qu'à ne pas avoir le choix et l'obligation d'agir, eh bien, comment on peut maximiser ça et tenter de trouver des opportunités et de limiter les dommages. Et pour le Québec, par exemple, c'est diminuer notre consommation de pétrole, c'est garder de l'argent dans nos poches, c'est développer le transport en commun, c'est la qualité de l'air, c'est la qualité de vie, c'est l'aménagement urbain qui est repensé. Donc, c'est de sortir aussi de cette vision catastrophique des changements climatiques
climatique pour dire, bien, au contraire, développons une société et tant qu'à investir de l'argent, bien, faisons d'une pierre plusieurs coups en l'investissant à la bonne place. Vous sembliez mentionner tantôt que de là, l'éducation, on revient à l'éducation encore une fois parce que visiblement, il faut que la population mette beaucoup de pression sur les élus, sur les gouvernements pour qu'eux fassent des différences. Évidemment, on peut en faire à titre personnel, mais il y a des décideurs quelque part qui devront, eux, en prendre des décisions qui sont favorables aussi. Et donc, c'est important de mobiliser un maximum de personnes, mais pour ça, elles doivent comprendre, finalement, les différents phénomènes auxquels on fait face en ce moment. Et ça passe définitivement par la mobilisation. Nos gouvernements et notre démocratie, elle est prise d'assaut, on le voit par des lobbies de tous acabits, entre autres par le lobby pétrolier. Et il faut faire contrepoids à ce lobby-là. Et ça passe par une démocratie directe, ça passe par des communications, par un appui à des bonnes décisions, par du blocage pour d'autres décisions, parce que on ne peut plus se permettre de reculer dans cet enjeu-là. Et les enjeux sont trop grands, ils sont globaux, ce n'est pas qu'au Québec. Et actuellement, tout gain qu'on fait, mais il faut absolument le voir dans un contexte global où il nous faut des petits pas en avant, il faut travailler sur le terrain, il faut négocier à l'international, mais s'assurer que les villes, que les municipalités, que les provinces, que nos gouvernements nationaux avancent. On ne peut pas attendre que les Nations Unies règlent le problème et nos citoyens doivent être, nos politiciens doivent être redevables immédiatement de leurs gestes. Je reste avec vous un petit instant avant de retourner à M. Guevara. Ben, vous parlez justement des citoyens d'abord et ensuite les décideurs. Évidemment, il y a Paris qui s'en vient très bientôt, malgré Kyoto, Copenhague qui nous ont donné beaucoup d'espoir et finalement un goût pas mal amer en bouche. La 21e conférence donc, des Nations Unies sur les changements climatiques, ça s'en vient à la fin novembre jusqu'à la mi-décembre prochain. Est-ce qu'on peut être davantage optimiste cette fois-ci par rapport à ce qui va s'y décider? Et ce qui est important, c'est que d'ici là, nous, en tant qu'individus, en tant que peuple de différents endroits du monde, là, la pression, elle est importante d'être mise sur les élus en vue de ces discussions-là. D'ici Paris, il y a un moment clé, ça va être les élections fédérale. Le 19 octobre, c'est avant Paris. Et les partis, évidemment, ne sont pas tous au même niveau. Vous avez les conservateurs qui ne font rien essentiellement au niveau de la lutte au changement climatique et les autres partis qui se positionnent plus avantageusement. Déjà, ça, c'est une réalité et c'est quelque chose sur laquelle on peut agir concrètement et je pense que les gens doivent en être conscients. Au-delà de ça, évidemment, on ne s'attend pas à ce que Paris révolutionne malheureusement le monde. Il y aura une entente à Paris, on croit. Cette entente-là risque de ne pas encore être assez ambitieuse malheureusement. Donc, il faut pousser nos gouvernements à ce qu'ils donnent davantage d'ambition, donc qu'ils fassent davantage de réduction de gaz à effet de serre et qu'ils s'engagent à les faire. Mais une fois que cette entente-là arrivera à Paris, qu'elle soit suffisamment ambitieuse ou pas, il faut la mettre en œuvre. Et ça, c'est loin d'être fait. Et quand on regarde dans le passé, malheureusement, les belles ambitions ne sont souvent pas suivies par des politiques concrètes et de l'implantation sur le terrain. Donc, c'est certain que ça va passer par la population qui va talonner justement les partis politiques parce que et qui va aussi participer à cette transition-là énergétique où on se débarrasse littéralement des combustibles fossiles. D'ici 35 ans, c'est majeur. Il faut que tout le monde mette sa pierre pour construire cet édifice-là. Il faut leur donner l'exemple, finalement. Mr. Guevara, actually, I just learned at the conference that, like, you're from the Philippines, but you work in Australia as a university professor. And I didn't know what was, like, the position of the Australian government considering environment. And I guess it's as awful as Canada right now, as you said. Well, I think they're best. I think our prime ministers are best friends in terms of really, really denying climate change. And so it's the extreme. It's the extreme that, although, no, the official line is they believe that climate change is happening. But in other words, the way that they want to solve it is actually not the way in terms of being able to address what's at the core issues. They're actually paying the polluters to be able to mitigate climate change. And I don't think that basically maintains the issue of power. And so and I think that's one of the main problems that we have in terms of, are we looking at solutions that are within the same economic system that created climate change will not actually address the bigger issues. So we have, like, before all the international conferences and everything, we have to change our own behavior considering environment. Well, yes, that's important. But the problem I have with behavior change is it blames the individual. And as I said, the individual is only part of the system. And if we say everybody has to reduce consumption, and yet you have the corporations
continuing to push, buy, it doesn't actually solve the problem. So it needs a whole change. And so behavior change is important. Awareness of that, incentives, as Patrick said, is important. But at the same time, the system needs to be able to be accountable. The governments also need to be accountable if they're actually giving more money to the polluters, or they need to be accountable, because otherwise then it becomes victimizing the victim. And that's what I say. The problem I have with a lot of climate change education for resilience, they say, is building capacities of people to be able to withstand climate change. But it doesn't actually address why climate change. And so that's why I say it's building resilience. We're silencing people. Do not ask questions. Just prepare yourself for the next storm. And I think as educators, that is very irresponsible of us. Well, we'll finish with that. Later on in the assembly, you seem like a pretty busy man being in all those workshops during the assembly, but you will be hosting, I think, the role of agile education and learning for sustainable development later on today, yes, right? Yes. What will it be about quickly? Well, there's a workshop immediately after now on climate change education that tackles these ideas. But at the same time, we have another workshop this afternoon that looks at the history of education for sustainable development as a global movement, and trying to find out, because again, when Education for Sustainable Development came out, it started with environmental education, conservation, preservation, and then we realized it's very limited. And so I think now the education movement merging with the environmental movement actually are seeing ways that we can educate better in terms of not just the methodology but also the holistic way of looking at things. And so that's what's in store this afternoon. Wow. Thank you. Patrick Bonnin, responsable de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace Canada. José Roberto Guevara, président de l'Association de l'éducation de base et des adultes de l'Asie du Sud-Pacifique, l'un des vice-présidents du Conseil international d'éducation des adultes.